et 75% des demandes d'entrée express sous la catégorie de travailleurs qualifiés ont été approuvées. Ça signifie que 25%, donc un quart des candidats, un candidat sur quatre, reçoit un refus. Bienvenue sur Canada Ouvre-toi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le système d'immigration du Canada. Vous avez comme projet de venir au Canada ou vous y êtes déjà et souhaitez y rester? Vous êtes donc au bon endroit. Je suis Laurence Mouilla-Vertueux, consultante réglementée en immigration canadienne et commissaire aux affidavits en Ontario. Mon objectif est de vous mener vers la clé qui vous ouvrira l'une des multitudes portes du Canada. Alors maintenant, plongeons-nous dans l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Canada Ouvre-toi. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui touche directement des milliers de personnes à travers le Canada et le monde en général. Ça va être un petit sujet qui pique, qui fait pas souvent de bien, mais voilà, c'est vraiment actuellement crucial pour vous parce qu'on va parler des refus. Des refus notamment sous entrée express. Mais attendez, avant de plonger dans notre sujet principal, je voulais parler d'abord d'une excellente nouvelle qui vient tout juste d'arriver, une excellente nouvelle, c'est qu'il vient d'avoir un autre tirage entrée express, le deuxième de l'année. Donc voilà, c'est le deuxième tirage francophone, je précise, hein, pas en général. C'est le deuxième tirage francophone et les résultats, ils sont vraiment remarquables parce qu'il y a plus de 5500 personnes qui ont reçu une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la note de passage la plus basse pour ce tirage, elle était de 397 points. Donc, félicitations à tous ceux qui ont reçu cette invitation parce que c'est une étape majeure dans votre parcours vers la résidence permanente au Canada. Et puis surtout, ce que ça démontre, c'est que voilà, l'engagement clair que le gouvernement a pris envers la francophonie en dehors du Québec, pour moi, je trouve que c'est un signal vraiment très fort que le Canada, il valorise du coup la diversité linguistique, qu'ils veulent continuer à accueillir des travailleurs qualifiés qui parlent français. Et puis voilà, ça montre en fait que les portes du Canada, elles s'ouvrent largement pour les francophones de partout dans le monde. Donc s'il vous plaît, c'est votre moment. Ne ratez pas, la vague. Et puis, on verra ce que le reste du mois de mars nous réserve parce que l'année dernière, il y avait eu 2 tirages francophones au mois de mars. Donc, allons voir si ça va être la même chose cette année, surtout que là, comme le gouvernement il vient d'ajouter des nouvelles catégories entrée express, donc je sais pas si du coup la deuxième session de tirage de fin mars va être sur l'une de ces nouvelles catégories, ou est-ce qu'on aura un deuxième tirage francophone en mars? Qui le sait? On ne sait pas, mais voilà, je trouve que c'est de bon augure. Donc j'espère que vous faites ce qu'il faut pour pouvoir créer votre profil. Mais bon, on va repartir sur notre sujet du jour, notre discussion qui pique, parce qu'en 2026, nous avons assisté à une réalité qui surprend beaucoup de gens, y compris moi-même. Je vous jure que quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Parce que voilà, les chiffres sont sortis et 75% des demandes d'entrée express sous la catégorie de travailleurs qualifiés ont été approuvées. Alors, cela, ça peut sembler être un excellent taux de réussite à première vue, mais on va voir les choses sous un autre angle. Parce que si 75% des demandes ont été approuvées, ça signifie que 25%, donc un quart des candidats, un candidat sur 4 reçoit un refus. Et c'est ça en fait qui me choque, c'est que je trouve quand même c'est une proportion considérable. Donc si voilà, vous préparez votre demande de résidence permanente en ce moment même, vous devez absolument comprendre pourquoi ces refus se produisent, d'accord? Parce que c'est très important. Et pourquoi? C'est parce que les erreurs que la plupart des candidats refusés font, en fait, ça pourrait vous coûter en fait des années, donc ça vous fait perdre du temps, mais surtout ça vous fait perdre aussi de l'argent, des fois même des milliers de dollars. Imaginez, vous investissez votre temps, vos économies, votre projet dans une demande pour au final recevoir un refus qui aurait pu être évité avec les bonnes informations et une meilleure préparation. Et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que les raisons de refus,
elles sont multiples, hein. Elles sont vraiment multiples. Il y en a bah, du coup qui sont interconnectées. Et puis surtout, moi, ce que je vois en fait ces derniers temps dans les personnes qui viennent vers moi pour une consultation ou même qui veulent que je les aide pour leur dossier d'immigration, c'est que en fait, elles ont fait leur dossier tout seules. De plus en plus, je vois des personnes qui viennent vers moi parce qu'elles ont fait leur dossier tout seules et elles ont reçu un refus. C'est de plus en plus courant. Alors avant, j'en voyais beaucoup moins. Mais là, ces dernières semaines, je vois pas mal de personnes ouais, qui viennent vers moi avec des refus. Donc, c'est jamais une décision facile à obtenir. Mais voilà, permettez-moi de vous expliquer que les pièges les plus courants que nous voyons dans les dossiers là, des personnes qui viennent vers moi, c'est que on peut les ranger en différentes catégories. Donc déjà de un, ce que je vois, c'est qu'il y a la question de documentation. Le plus souvent, la documentation, elle est incomplète ou elle est incorrecte. Il y a beaucoup de personnes, en fait, elles pensent que en soumettant des documents, ils se disent que bon bah c'est pas grave s'il me manque ça, je vais le soumettre plus tard ou au pire je vais attendre que l'agent me le demande. On verra, je l'envoie pas et puis si on me le demande, je l'envoie. Mais en fait c'est une erreur grave parce que IRCC, ça fonctionne pas du tout ainsi en fait. C'est-à-dire que si votre dossier il est pas complet dès le départ, l'agent il va même pas aller plus loin. C'est-à-dire que il va vous renvoyer il va vous renvoyer votre dossier, vous allez recevoir une gentille lettre qui va vous dire sous l'article 10, votre demande est considérée incomplète. Donc voilà, donc ça peut emmener voilà un retour de dossier et du coup, bah, quand ça arrive avec entrée express, c'est que vous pouvez même pas retourner dans le bassin directement, c'est qu'il faut recréer un nouveau profil, retourner dans le bassin, attendre une invitation et relancer le processus. Donc, quand on vous demande un autre document, ne vous dites pas c'est bon, je soumets la moitié, ça satisfera l'agent, c'est pas du tout ça. Et incorrect, c'est parce que certaines personnes, on va leur demander une lettre d'employeur, ils vont envoyer à la place une attestation d'emploi en faisant que ça va la faire, en pensant que ça va faire l'affaire. Mais si sur ton attestation de travail, tu n'as pas le listing des tâches comme IRCC l'a demandé, ne va pas penser que ça va passer en fait. Quand IRCC demande quelque chose, on ne fait pas les choses à moitié. En fait, en ce moment, avec IRCC, on ne peut pas se permettre de faire les choses à moitié. Donc, fais attention avec quand tu envoies tes documents. Ensuite, deuxièmement, il y a la question de la vérification des qualifications, donc ton diplôme, les diplômes que tu as eus. Si ça a été fait au Canada, bon bah c'est bon, t'as pas besoin de les faire évaluer. Mais quand ça a été fait à l'extérieur du Canada, selon la catégorie entrée express, il est souvent nécessaire d'obtenir bah, une évaluation officielle de tes diplômes étrangers. Et en fait, il y en a certains qui ne vont pas lire, ils vont juste recevoir la lettre de WES ou de ICAS ou de ICES sans vraiment lire dedans. Ils se disent c'est bon, j'ai la lettre, je soumets. Mais vérifier les informations dessus. Pourquoi? Parce que ça arrive très souvent avec des personnes, par exemple, qui font évaluer leur diplôme par WES et en fait, ils vont pas faire attention à cette petite ligne qui dit organisation non reconnue, non-recognized organization. Et ils envoient ça. Mais en fait, si votre organisation n'a pas été reconnue par WES, c'est que vous n'avez pas d'équivalent au Canada. Donc là aussi, ça peut être une source de refus. Donc n'allez pas trop vite quand vous revoyez les documents, s'il vous plaît. Honnêtement, j'appuie vraiment, c'est pas vous faire peur, c'est pas pour être chiante, mais quand voilà, toutes ces dernières semaines, je vois plein de personnes qui sont venues vers moi avec des dossiers refusés, je me dis mais ça aurait tellement pu être évitable. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaite vraiment partager ça avec vous. Ensuite, un autre type aussi d'erreur, c'est, comment on appelle ça? L'expérience professionnelle. Oh là là. Alors là, je l'ai mis en troisième. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis en troisième, mais en fait, en général, ce serait même une des premières raisons. Parce que ce que je vois le plus souvent, c'est que, en fait, IRCC doit pouvoir vérifier que vous avez réellement travaillé dans le domaine, dans l'entreprise que vous déclarez. D'accord? Et que cette expérience, elle correspond à la description du temps du poste pour lequel vous postulez et que aussi ça doit correspondre à une des classifications nationales des professions, le code CNP ou le code NOC ou le code métier, je ne sais pas du tout comment vous l'appelez. Et du coup, il y en a qui font encore la confusion entre
métier qualifié, métier semi-qualifié. Est-ce que mon expérience, elle est éligible pour entrée express? J'ai pas fait 12 mois continus. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'un temps plein? Qu'est-ce qu'un temps partiel? Et il y a encore beaucoup de confusion par rapport à ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on finit mal. Et pareil pour les lettres d'employeur qui doivent être authentiques et détaillées. Je vois, il y en a qui soumettent juste des attestations. Il n'y a aucun détail. Il y a peut-être une ou deux informations à part votre nom, votre date d'embauche et le titre du poste. Mais il manque tout le reste des informations obligatoires que demande Entrée Express. Donc, il y a même des fois, il faut garder en tête que Entrée Express, l'agent qui va revoir votre demande, il va vouloir vérifier. S'il a des doutes, il va vouloir vérifier. Donc, si vous envoyez une lettre avec aucune information contact de votre ancien manager ou du service RH, comment voulez-vous qu'on puisse vérifier si oui ou non vous avez travaillé là-bas en fait? Donc, s'il vous plaît, faites attention. Préparez en amont vos employeurs ou vos employeurs actuels ou anciens pour leur dire bah ça se trouve le gouvernement du Canada va vous contacter. Mais c'est vrai que voilà, cette catégorie, l'expérience professionnelle, c'est là où je vois le plus d'erreurs. Un mauvais code CNP, une mauvaise preuve d'emploi, des documents qui correspondent pas du tout à ce que IRCC à demander. Donc voilà, faites vraiment attention par-dessus. Il y en a même aussi qui sont au Canada qui se demandent est-ce que je dois déclarer l'emploi que j'ai eu en dehors du Canada. Il y en a qui sont en dehors du Canada qui ont travaillé dans le passé au Canada. Enfin voilà, il y a plein de situations, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de confusion par rapport aux règles. Et ensuite, au moment de créer le profil, il y en a qui se retrouvent bloqués et puis il y en a d'autres, ils avancent dans le processus et c'est au moment d'obtenir le refus de la demande qu'ils réalisent que ça fonctionnait pas en fait. Donc c'est vraiment bizarre. Donc voilà, donc on a vu qu'est-ce qu'on a dit? On a vu les documents incomplets, on a vu l'évaluation de diplôme, on a vu les erreurs par rapport à l'expérience professionnelle. Là, je voulais passer à la langue, à la maîtrise de la langue. Parce que voilà, on sait que l'anglais et le français, ce sont les deux langues officielles du Canada. Donc, vous pouvez faire un des deux tests ou les deux si vous voulez. N'oubliez pas, à la fin de la journée, Entrée Express, c'est une compétition. Donc, si vous réussissez à faire les deux tests, c'est parfait. Mais en fait, je vous parle pas seulement d'avoir le score minimum requis, parce que là, j'espère au moins que vous regardez les critères et que vous vous assurez que quand vous avez fait votre test d'anglais ou de français, vous vous êtes assuré que vous atteignez le score minimum. Mais c'est qu'il y en a qui oublient que les tests ont une date d'expiration et donc du coup ils vont envoyer leur demande avec des tests expirés. N'oubliez pas, il y a 2 ans d'expiration dessus. Donc c'est des choses toutes simples. Je vous jure, c'est des choses simples. Mais on voit ça encore. Je vous jure on voit ça encore. Et d'ailleurs, en parlant de date d'expiration, c'est pareil. L'évaluation de diplôme aussi, c'est valable 5 ans. Comme j'ai dit, l'évaluation de test de langue, c'est 2 ans. Les passeports, c'est pareil. Faites attention à votre date de passeport parce que pour la résidence permanente, il faut au moins que votre passeport il ait une date de validité supérieure à 6 mois. Donc, ne tardez pas avant d'aller refaire votre passeport parce que sinon, bah, ça peut retarder l'envoi de votre demande. Donc voilà un autre type d'erreur. Et puis, ce que je vois aussi pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui font des erreurs dans la déclaration de leurs antécédents. Donc, c'est soit problème criminel. Programme criminel, évidemment, c'est quelque chose qui s'oublie pas. On sait si on a commis un crime ou pas dans le passé, mais il y a des personnes, elles n'osent pas le dire parce qu'elles se disent ça va impacter ma demande, ça va jouer en ma défaveur, ça va me porter préjudice. Et donc, du coup, soit ils avouent à moitié, soit ils ne l'avouent pas du tout. Mais ça, en fait, c'est beaucoup plus grave parce que en plus d'avoir un refus dans la demande, ça peut porter aussi à une interdiction de territoire. Parce que omission égale fausse déclaration et fausse déclaration égale interdiction de territoire pendant 5 ans. Donc, même si vous avez un passé criminel, faites attention. Dans tous les cas, il faudra le déclarer.
il faudra le déclarer, mais surtout, il faudra voir est-ce que, en fonction du crime que vous avez connu dans le passé, ça vous rend inadmissible ou pas à venir au Canada. C'est surtout pour ça. Donc voilà, donc il y a au niveau des antécédents, c'est ça, les problèmes criminels, les antécédents médicaux. De toute façon, ça, en général, on le sait une fois que vous allez faire votre visite médicale, parce qu'en fait, il y a une mention d'inadmissibilité médicale, c'est-à-dire que si jamais vous avez besoin d'un traitement médicamenteux médicamental, un traitement de médicaments, un traitement de médicaments assez conséquent ou même des appareils et que ça dépasse un certain montant. Donc là, en ce moment, le montant, il est à peu près à 28 000 dollars canadiens annuellement. Donc en fait, c'est concrètement, c'est que si vous n'étiez pas couvert par la sécurité sociale, combien ça reviendrait au gouvernement du Canada de vous payer tous ces médicaments et voilà, de tous ces soins médicaux. Et donc du coup, ça peut être aussi une source de refus. En général, c'est pour ça qu'on demande de faire une visite médicale. Et donc du coup, le médecin autorisé par le gouvernement du Canada, bah, vous inquiétez pas, il va vous poser des questions sur ça. Mais après, si on est malade, on est malade. Hein, c'est pas quelque chose qui est vraiment évitable, mais je voulais quand même vous en parler quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans déclaration des antécédents? Les voyages ou des refus. Alors, les refus de visa, les refus que ce soit au Canada ou à l'extérieur du Canada, plusieurs personnes les oublient. N'oubliez pas que les refus, c'est pas des refus seulement les refus récents, c'est même si vous avez eu des refus, je sais pas, aux États-Unis il y a 15 ans, il faut quand même le déclarer dans votre demande de résidence permanente. Encore plus avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis et le Canada ont un accord d'échange d'informations et il est très facile pour le Canada d'obtenir toute information si jamais vous avez fait une demande pour les États-Unis. Donc même si vous avez eu un refus il y a 15 ans, merci de vous en souvenir et surtout de le déclarer. Déclarer ne veut pas dire, comme j'ai dit tout à l'heure, comme les crimes que ça va jouer en votre défaveur. Vaut mieux le déclarer vous-même que ça soit le gouvernement qui le découvre avant vous. Si c'est le gouvernement qui le découvre avant vous, là, effectivement, ça va poser problème. Donc, dans toute demande, en fait, vaut mieux être toujours honnête. La semaine dernière, d'ailleurs, j'ai eu une consultation initiale avec une jeune fille. Bah, c'est ça, c'est que elle était dans le doute parce qu'elle avait eu un refus administratif aux États-Unis et elle pensait qu'il n'y avait pas besoin de le déclarer. Et il se trouve justement qu'elle avait fait une demande de résidence permanente qui prend un peu plus de temps que prévu. Et il y a 90% de chances que ça doit sûrement être lié à ça. Donc n'oubliez pas que ce genre d'omission peut retarder votre dossier. Et comme j'ai dit, bah faut faire attention parce que omission égale fausse déclaration égale interdiction de territoire pendant 5 ans. Donc c'est ça. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, vaut mieux jouer la transparente absolue parce que si vous cachez quelque chose et que c'est IRCC qui le découvre, là, vous pouvez être sûr que ça va être un refus. Donc, soyez honnête dès le début, même si pour vous, voilà, ça semble contre-intuitif et risqué. Mais c'est ça. N'oubliez pas qu'à la fin, c'est la loi et que il faut la respecter. Alors, autre type d'erreur, c'est l'intention de résidence. C'est l'intention de résidence, surtout avec entrée express. Parce que IRCC, en fait, il doit être convaincu que vous avez réellement l'intention de vivre en dehors du Québec et de contribuer à la société en dehors du Québec. Si votre profil suggère, ça c'est surtout pour ceux qui en ce moment sont au Québec et qui veulent juste essayer de contourner le système, si le profil suggère ou les preuves que vous apportez suggèrent que vous avez aucune intention de déménager après avoir obtenu la résidence permanente et de rester au Québec, bah dans ce cas-là, pareil, hein, l'agent il va juste refuser votre dossier. Ça va juste lever tous les drapeaux rouges là comme ça, et puis vous allez obtenir un non. Donc l'intention de résider en dehors du Québec, elle est bel et bien présente. C'est pas juste une histoire de points, d'accord? C'est pas parce que vous avez beaucoup de points que forcément ça va passer. Et puis pour ceux qui veulent quand même tenter
de contourner le système avec cette règle. Sachez que en fait, les décisions comment on appelle ça? Les décisions d'IRCC peuvent être rétroactives. Ça veut dire que si, je sais pas, au bout d'un certain nombre d'années, IRCC découvre que vous n'aviez jamais eu l'intention de déménager et que vous avez menti pour obtenir votre résidence permanente, il peut vous retirer votre résidence permanente. Ou, par exemple, certaines personnes se font attraper à la citoyenneté. J'ai déjà entendu des personnes, au moment de faire la citoyenneté, on découvre que non, elles n'ont jamais eu l'intention de quitter le Québec. Vous pouvez être sûr que ces personnes-là, elles sont mises, on leur dit ciao, bye bye, vous avez menti, on vous a fait confiance et bye. Donc voilà. Et puis après, de manière générale, les autres types, je dirais, d'erreurs de manière générale, c'est les erreurs administratives. Donc, j'appelle ça des erreurs simples, mais c'est des erreurs qui arrivent à tout le monde. C'est-à-dire, ça peut être une date mal écrite, ça peut être un numéro d'identification manquant, ça peut être une signature manquante, des incohérences de documents, des incohérences dans votre historique. Enfin, tout ce genre d'erreurs peuvent mener à un refus. Et je vous jure, ça peut paraître trivial, mais IRCC traite des milliers de demandes. Et si la vôtre, elle n'est pas parfaitement organisée, elle est peut-être rejetée. Juste pour vous donner pourquoi je dis milliers, pour vous dire, attendez, en 2025, il y a eu 114 000, 1 2 3 fois 25%. C'est-à-dire 28 000 quand même. C'est énorme, je vous jure que c'est vraiment énorme. Waouh, c'est vraiment énorme. Je faisais juste un petit calcul pour vous, donc mettez-vous ça en tête. Mais voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit épisode aujourd'hui, mais surtout aussi pour tous les francophones. Bon, si vous me comprenez, c'est que vous parlez français. C'est vraiment assurez-vous en fait que tous vos documents ils soient traduits soit en français, soit en anglais. Si je sais pas, si vous avez voyagé dans un pays hispanophone et que vos diplômes ou votre relevé de notes, je sais pas, est en espagnol, il faudra le faire traduire soit en français, soit en anglais. D'accord? Parce que le gouvernement n'acceptera pas des langues autres que le français. Et si c'est en français, c'est pas grave, parce que certaines personnes, elles veulent absolument tout traduire en anglais, mais non, le français, n'oubliez pas, est une langue officielle au même titre que l'anglais. D'accord? Donc maintenant, comment vous pouvez éviter ces pièges? La première étape, c'est de prendre le temps de bien préparer votre dossier. Donc, n'allez pas vous précipiter, vérifiez chaque détail 2 fois, 3 fois si besoin, engagez une consultante réglementée en immigration comme moi-même, si nécessaire, même si ce serait juste pour poser quelques questions, voilà. Et retenez que voilà, même si cela a un coût, moi je le vois pas comme un coût, je le vois pour un investissement parce que ça va vous faire en fait économiser des milliers de dollars en frais de demande répétés et en frais de vie parce que vous êtes en train d'attendre une réponse. Certaines personnes, elles ont eu un refus. Entre-temps, ce qui est arrivé, c'est que leur permis de travail a expiré et en fait, elles se retrouvent sans autorisation de travailler au Canada parce qu'elles ont eu un refus. Donc c'est pour ça les conséquences financières, elles sont quand même énormes. Et puis du coup, l'autre chose aussi, c'est rassembler bien tous vos documents avant votre demande. Il y a une liste de documents officiels sur IRCC. Après, bien évidemment, la liste finale, elle est émise en fonction de vos réponses sur le portail IRCC. Mais faut s'assurer que vous avez tout. Faut jamais assumer en fait que quelque chose n'est pas nécessaire. Et puis l'autre chose, comme je le disais tout à l'heure, vraiment, 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 soyez transparent. C'est-à-dire que si vous avez des préoccupations concernant votre dossier, abordez-les, expliquez ça à l'agent. Vaut mieux expliquer les situations complexes avant qu'IRCC ne les découvre, comme j'ai dit, parce que sinon, si c'est interprété négativement, c'est pas du tout dans votre intérêt. C'est pour ça que moi, quand je travaille et que j'envoie les dossiers, je rédige toujours une lettre de soumission. Et puis voilà, je dirais aussi, ne vous contentez pas du minimum. C'est-à-dire que si on vous demande quelque chose, par exemple, je sais pas, un test de langue, n'allez pas vous dire c'est bon, le français c'est ma langue natale, j'ai pas besoin de réviser, ça va passer crème, parce que non, croyez-moi, même si le français est votre langue natale, c'est pas tout le monde qui réussit à exceller dans le score.
Et puis la dernière chose, c'est surtout garder une trace de tout, surtout pour ceux qui sont déjà au Canada, qui ont déjà fait des demandes dans le passé, ou ceux qui sont à l'extérieur du Canada et qui ont eu des refus. Gardez une trace de vos anciennes demandes pour que tout soit cohérent. Gardez des confirmations d'emploi, des lettres de recommandation, des relevés de notes. Gardez. Organisez-vous chez vous. Mais voilà, ça va vous aider. Ça va vous aider à ce que votre dossier soit beaucoup plus cohérent et que du coup le processus soit plus fluide. Donc en clair, le taux de refus de 25%, c'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de ces refus qui peuvent être évités avec une bonne préparation et une attention aux détails. Euh, Attention aux détails, je veux dire, ça c'est mon cœur de c'est une de mes valeurs. Je vous dis, je suis tellement pointueuse quand je revois les dossiers. Il faut que je ne rate rien du tout. C'est ça que je voulais dire. Voilà, donc vous avez le potentiel de faire partie des 75% qui sont approuvés, mais cela en fait va nécessiter de la diligence et de la préparation. Donc concrètement, si c'est votre projet de rester au Canada ou d'y arriver pour venir y vivre sur le long terme, commencez dès maintenant à préparer votre dossier correctement. Apprenez des erreurs courantes et assurez-vous vraiment que votre demande elle soit impeccable. Le Canada, c'est un pays vraiment magnifique. Il offre des excellentes opportunités et vous, en fait, vous méritez de réussir dans votre parcours d'immigration. Donc, mettez-vous du sien. Je sais que voilà, des fois l'administratif, c'est pas le dada de tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez vraiment pas. Allez-y pas à pas pour ne pas faire d'erreur. Donc voilà, encore félicitations à tous ceux qui ont reçu une invitation pour Entrée Express. Maintenant, le gros commence. Parce que oui, des fois, on se dit, c'est bon, j'ai reçu l'invitation, je suis sûre d'avoir la résidence permanente. Mais croyez-moi que ces 60 prochains jours, ça va être très sportif. Parce qu'en clair, quand vous faites votre profil, il n'y a personne derrière qui vérifie si ce que vous avez mis est bon. C'est un système informatique. Et c'est seulement après que vous envoyez votre dossier que là, vous avez une vraie personne qui regarde tout ça. Bon courage pour ces 60 prochains jours. Et puis, ceux qui sont encore au tout début du processus, bon courage à vous aussi, ne lâchez rien. Et je voulais aussi vous remercier de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Canada Ouvre-toi. Et puis si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous encourage vivement à vous abonner au podcast pour obtenir plus de conseils et puis à le partager aussi avec toute personne qui est intéressé par venir au Canada. Moi, je continuerai à vous mettre à jour, à vous continuer à vous donner des conseils pratiques, à vous partager des histoires inspirantes de personnes qui ont réussi leur transition vers le Canada. D'ailleurs, à ce titre, le dernier épisode avec Claire Marac, la coach carrière qui est passée du Québec à l'Alberta a beaucoup plu. Ça vous a super fait plaisir d'entendre ce genre de témoignages. Donc voilà, je vais aller à la recherche d'autres pépites comme ça. Et puis voilà, donc abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Partagez le podcast avec vos amis, vos familles, vos collègues, toute personne intéressée par l'immigration au Canada. Et puis moi, je vous retrouve très vite. Bye bye!